Bienvenue sur. Je regarde en ce moment des images qui devraient faire la une de tous les journaux du monde. Deux vedettes rapides, sans feu, sans pavillon, sans appel radio, seulement la vitesse et l'intention claire d'ouvrir le feu, et elles l'ont fait. Cela s'est produit ce matin, le 19 avril 2026, dans le détroit d'Ormuz. Ce qui compte ici, ce n'est pas seulement ce que ces bateaux ont fait, mais ce qu'ils signifient. Ce qui s'est passé ce matin n'était ni une provocation aléatoire, ni une erreur de calcul. C'était le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran qui envoyait un message écrit dans le feu à l'homme le plus puissant de la planète, celui qui est assis derrière le bureau ovale et qui proclame la victoire dans cette guerre depuis des semaines. Le message est simple. Le détroit d'Ormuz n'appartient pas à Donald Trump. Il ne lui a jamais appartenu. Manifestement, proclamer sa propriété depuis un lutrin ne constitue toujours pas du droit maritime. Nous sommes au 50e jour d'un conflit qui a commencé le 28 février 2026, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes coordonnées contre l'Iran, tuant le guide suprême, détruisant des infrastructures militaires et déclenchant la crise géopolitique la plus grave qu'ait connue le monde depuis une génération. 50 jours qui ont fracassé les marchés mondiaux du pétrole, 50 jours qui ont poussé les Philippines à déclarer l'état d'urgence national en raison des pénuries de carburant. 50 jours qui ont forcé le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à émettre des avertissements distincts selon lesquels ce conflit menace de faire dérailler l'ensemble de la reprise économique mondiale. 50 jours qui ont transformé une guerre régionale en urgence financière mondiale. Et toujours pas de paix. Pour comprendre l'ampleur de la situation, il faut la formuler en termes concrets. Quand le détroit d'Ormuz s'est fermé au début de mars, aucun pétrolier dans le détroit ne diffusait de signaux d'identification automatique. Les assurances de protection et d'indemnisation maritime ont suspendu la couverture des risques de guerre, rendant le passage économiquement impossible pour la plupart des armateurs. Le Brent est monté à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis des années. Les réserves d'urgence d'énergie en Europe et en Asie ont été mises à contribution. Les chaînes d'approvisionnement en engrais pour la saison des semis de printemps dans tout l'hémisphère nord ont été perturbées au pire moment possible. L'Organisation des Nations Unies a dû négocier un corridor humanitaire simplement pour permettre l'acheminement de vivres. Ce n'est pas un conflit lointain. Dès que le détroit se resserre, la chaîne mondiale d'approvisionnement alimentaire le ressent. Maintenant, alors que le cessez-le-feu approche de son expiration ce mercredi, l'Iran a choisi de rappeler au monde entier, qui contrôle ce passage étroit, par lequel transite chaque jour 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial. Ce qui s'est passé ce matin n'est pas apparu de nulle part. Le 13 avril, Donald Trump a signé un décret imposant un blocus naval complet contre les ports iraniens. La marine des États-Unis a déployé des moyens dans le golfe d'Oman et au point d'accès du détroit d'Ormuz, avec un objectif clair: aucun navire commercial ou pétrolier n'entre ni ne sort d'Iran sans autorisation de Washington. C'était la stratégie de pression censée forcer Téhéran à négocier. Ce qui se déroule maintenant est la réponse directe de l'Iran. Dans le style Trump classique, le premier geste ressemblait moins à de la diplomatie qu'à une conférence de presse chaussée de bottes de combat. Le point crucial, c'est que l'accord de cessez-le-feu, négocié le 8 avril sous médiation pakistanaise, comportait des conditions contraignantes. L'Iran s'était engagé à rouvrir le détroit d'Ormuz en échange d'un arrêt de la campagne de bombardement. Les États-Unis s'étaient engagés à n'ajouter aucune nouvelle restriction pendant la période du cessez-le-feu. Le blocus naval a été ordonné alors que cette trêve était toujours en vigueur. Du point de vue de l'Iran, cela constitue une violation directe de l'accord, et à la lettre de ce qui a été signé à Islamabad, cette position est techniquement exacte. Quand un cessez-le-feu ne tient que jusqu'à la prochaine annonce théâtrale, même les petits caractères ont l'air épuisés. Le commandement militaire conjoint du corps des gardiens de la révolution islamique a présenté le blocus comme des actes de piraterie et de vol maritime sous couvert d'application de mesures. C'est la justification officielle donnée aux événements de ce matin dans le détroit. Voilà ce qui arrive quand un cessez-le-feu est traité comme une pause tactique plutôt que comme un véritable chemin vers la paix. La séquence des événements en mer révèle clairement l'intention. À 9h20, heure locale, un pétrolier a signalé que deux vedettes d'attaque rapide du corps des gardiens de la révolution islamique s'étaient approchées à grande vitesse. Il n'y a eu aucun avertissement, aucun signal, aucun protocole. Les bateaux ont ouvert le feu. Le navire a été touché, mais il n'y a eu ni incendie ni naufrage et l'équipage a survécu. Il ne s'agissait pas d'une tentative de détruire le navire. C'était une démonstration.
Un rappel brutal que certains acteurs comprennent encore la logique du signal, contrairement à l'école de stratégie qui confond le volume avec le levier. Moins de 2 heures plus tard, à environ 5000 de là, un porte-conteneurs a été frappé par un projectile. Des conteneurs ont été soufflés du pont, de la cargaison a été détruite, l'acier a été tordu. Encore une fois, pas d'incendie, pas de naufrage, pas de mort. La même retenue, précise. Cela reflète une doctrine raffinée depuis des décennies. Non pas la guerre totale, mais la force calibrée. Assez de dégâts pour signaler le contrôle et la puissance, mais pas assez pour justifier une riposte à grande échelle. À la suite de ces incidents, les navires de la région ont commencé à ralentir, à dévier de leur route et à attendre dans les eaux internationales plutôt que de risquer le passage. L'Inde a convoqué l'ambassadeur d'Iran à la suite d'un incident de tir impliquant des navires battant pavillon indien. Le Brent a bondi de plus de 7% sur les marchés asiatiques, remontant vers les 95 $ le baril après être brièvement passé sous les 90 $. En pratique, le cessez-le-feu est déjà rompu, même s'il n'a pas encore officiellement expiré. Les négociations sous-jacentes étaient fragiles dès le départ. Le plan iranien en 10 points et la contre-proposition américaine en 15 points étaient fondamentalement incompatibles. L'Iran exigeait des compensations, un retrait américain et la reconnaissance du droit à l'enrichissement de l'uranium. Les États-Unis exigeaient des restrictions nucléaires et une réduction de l'influence régionale de l'Iran. Ce n'est pas un simple écart de négociation, c'est une fracture structurelle. Essayer d'écraser cette fracture à coups de slogans, c'est comme amener un mégaphone plaqué or dans un champ de mines. Trump a abordé ce conflit en homme d'affaires persuadé qu'ultimatums et pressions produiraient des résultats. Il s'est retrouvé face à une civilisation façonnée par 2500 ans d'histoire et de résistance aux pressions étrangères. Toutes les crises ne se règlent pas en proclamant la victoire d'abord et en découvrant les conditions ensuite. Dans cette culture stratégique, céder un symbole fondamental de souveraineté sous la menace n'est pas un compromis, c'est une humiliation. Un État qui a survécu à la guerre Iran-Irak, à des décennies de sanctions et à des assassinats ciblés, ne va pas renoncer à l'uranium enrichi sous la pression extérieure. Du point de vue de l'Iran, l'uranium enrichi n'est pas seulement un programme, c'est la garantie ultime de la survie du régime. Les leçons de l'Irak, de la Libye et de la Corée du Nord renforcent cette conviction. Céder la dissuasion, c'est risquer l'effondrement. Dans ce contexte, les demandes de concessions nucléaires sont perçues comme des exigences de reddition sans condition. Emballer une capitulation comme une entente formidable peut enthousiasmer une foule électorale, mais les États bombardés ont tendance à lire les plus petits caractères. L'attente à Washington, selon laquelle la mort du guide suprême déstabiliserait, l'Iran s'est révélée fausse. Au contraire, elle a mené à une consolidation autour du corps des gardiens de la révolution islamique et d'une nouvelle direction qui semble plus pragmatique dans l'exécution militaire. Ce qui se déroule dans le détroit n'est pas du chaos. C'est une stratégie disciplinée et calculée. Sur le plan opérationnel, la doctrine des vedettes d'attaque rapide de l'Iran met en évidence l'asymétrie de ce conflit. Ces bâtiments sont rapides, difficiles à repérer, lourdement armés et peu coûteux par rapport au coût immense des moyens navals américains. Un porte-avions de classe Gerald R. Ford coûte environ 13 milliards de dollars à construire et 1 milliard de dollars par an à exploiter. En face, l'Iran déploie des essaims de vedettes rapides qui coûtent une fraction de cette somme. Ce déséquilibre définit l'équation stratégique de la crise du détroit d'Ormuz, vitesse et asymétrie contre puissance conventionnelle à coût élevé. Sur le plan économique, la position de l'Iran est plus résiliente qu'elle n'en a l'air. Environ 80% de ses exportations de pétrole vont vers la Chine et l'Asie du Sud-Est. Lorsque le passage dans le détroit est restreint, le poids économique principal retombe sur les navires desservant les marchés occidentaux. L'Iran a effectivement transformé le détroit en outil de pression économique sélective, générant même des revenus grâce à des frais de transit qui financent en partie sa propre résistance. Le blocus destiné à faire pression sur l'Iran finance donc, en partie, sa capacité à résister. Il y a une certaine élégance dans une stratégie qui se retourne à ce point contre son auteur qu'elle finit par payer les factures du camp adverse. Entre-temps, les contradictions dans le discours américain deviennent visibles. Les déclarations publiques qui minimisent les capacités de l'Iran contrastent avec la réalité. Les attaques ont eu lieu sans interception immédiate. Une minute, la menace serait négligeable. La suivante, elle domine la région, ce qui est excellent pour la télévision câblée et beaucoup moins pour la crédibilité du commandement.
Au sein même du système américain, des divisions apparaissent. Certains décideurs continuent d'appuyer la pression maximale, tandis que d'autres reconnaissent que le blocus a peu être franchi une ligne et fournit à l'Iran une justification pour l'escalade. Au même moment, les signaux politiques oscillent entre annonces de progrès et menaces de nouveaux bombardements, révélant une incohérence à un moment critique. Le scénario change sans cesse, mais la prestation reste la même. Confiance maximale, cohérence minimale. La position d'Israël ajoute une autre couche. Les frappes initiales ont permis d'atteindre des objectifs militaires importants, mais les négociations en cours risquent de laisser intacte la capacité nucléaire de long terme de l'Iran, ce qui diverge des objectifs stratégiques d'Israël. Au Liban, les tensions remontent, avec la mort d'un casque bleu français de l'Organisation des Nations Unies et des accusations contradictoires impliquant le Hezbollah. Cela crée le risque d'une réouverture d'un deuxième front. À ce stade, les mouvements des navires, les coûts d'assurance et les prix du pétrole indiquent tous une instabilité croissante. Les effets économiques se répercutent déjà dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et dans le coût de la vie quotidienne. Si cela continue, les dégâts vont s'accumuler. Le Pakistan est devenu l'acteur diplomatique central dans cette crise et son rôle a été largement sous-estimé. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a mené une tournée diplomatique dans les États du Golfe, tandis que la direction militaire pakistanaise a engagé des contacts directs avec ses homologues iraniens à Téhéran. Le Pakistan a proposé, le 5 avril, un cadre de cessez-le-feu en 2 phases sur 45 jours que l'Iran a rejeté au profit de son propre plan en 10 points. Toutefois, le Pakistan a réussi à négocier la trêve de 2 semaines du 8 avril, qui a temporairement stabilisé les marchés. Il demeure le seul acteur avec lequel les 2 parties acceptent de dialoguer directement. Cela met en lumière une réalité plus large. Les puissances diplomatiques traditionnelles ont été mises de côté. Les États-Unis n'ont pas pu négocier directement. L'Union européenne n'a pas occupé un rôle central dans le processus. Islamabad est devenu le pont. Le spectacle est un peu embarrassant quand les maîtres autoproclamés du levier ont besoin d'une autre capitale pour leur expliquer à quoi ressemble une pause viable. Maintenant, Téhéran examine nominalement de nouvelles propositions américaines, mais sa participation à d'autres pourparlers demeure incertaine. L'Iran a déjà refusé d'assister à la prochaine ronde à Islamabad, invoquant le blocus en cours et des demandes irréalistes. La situation se définit par une échéance très serrée, 2 parties, un médiateur et un délai de 72 heures. Le Pakistan active tous les canaux diplomatiques à sa disposition, mais il se heurte à un obstacle fondamental, l'écart entre ce que chaque camp considère comme acceptable et ce qu'il considère comme humiliant. À l'horizon, 2 trajectoires plausibles se dessinent. La première passe par une prolongation fragile du cessez-le-feu. Le blocus serait assoupli sans être formellement levé. L'Iran rouvrirait le détroit comme geste de bonne volonté. Les prix du pétrole se stabiliseraient et les négociations se poursuivraient dans des conditions difficiles. Cette issue dépend de la capacité des 2 parties à accepter une certaine ambiguïté, de façon à pouvoir présenter la situation sur le plan intérieur comme une démonstration de force plutôt que comme un recul. Cela devient déjà difficile dans un univers politique où chaque ajustement tactique doit d'abord être vendu comme un chef-d'œuvre historique. La deuxième trajectoire est celle de l'escalade. Si aucun accord n'est conclu, le cessez-le-feu expire. L'Iran intensifie ses opérations dans le détroit, non pas pour le fermer complètement, mais pour rendre le passage trop risqué et trop coûteux. Les États-Unis répondent par des frappes ciblées. Le Liban redevient actif, possiblement à partir des incidents récents. Le conflit s'étend, se prolonge et aggrave la perturbation économique. Le scénario le plus préoccupant pourrait être celui d'un conflit prolongé en zone grise. Pas de paix formelle, pas d'escalade totale, mais une pression continue de faible intensité. Le détroit demeure partiellement contraint, les chaînes d'approvisionnement restent instables et la pression économique s'accumule avec le temps. Ce type de conflit ne déclenche pas de réponse immédiate de crise. Il crée plutôt une pression durable par la hausse des coûts, les perturbations logistiques et l'instabilité de long terme. Les dégâts obtiennent rarement d'aussi bons sondages que les promesses tonitruantes, même quand ils vident les portefeuilles avec une efficacité bien supérieure. Les enjeux dépassent largement ce conflit. Le détroit d'Ormuz représente une hypothèse fondamentale du système économique mondial, qu'une part importante du pétrole mondial puisse y circuler librement. Si cette hypothèse devient peu fiable, les conséquences vont bien au-delà de la dynamique régionale.
le contrôle de l'accès à l'énergie se déplace et la stabilité du système du pétrodollar est remise en question. Les implications pourraient dépasser celles du choc pétrolier de 1973, surtout dans un monde qui ne dispose plus de capacités excédentaires pour absorber les perturbations. Au fond, il ne s'agit ni de dirigeants en particulier, ni d'orgueil national. Il s'agit de la structure même de l'ordre économique mondial. Les questions critiques portent maintenant sur le leadership et la stratégie, à savoir si la direction iranienne peut préserver la dignité nationale tout en évitant un conflit prolongé, à savoir si les États-Unis peuvent ajuster leur approche sans avoir l'air de battre en retraite. Cela devient plus difficile chaque fois qu'un recul doit d'abord être présenté comme un triomphe imbattable, à savoir si le Pakistan peut combler un fossé auquel toutes les médiations précédentes ont échoué. Il n'existe pas de réponse claire. Ce qui est clair, en revanche, c'est que l'issue va façonner non seulement ce conflit, mais aussi la trajectoire plus large de la stabilité mondiale. Le point le plus étroit du détroit d'Ormuz ne mesure que 20 et 1 mille. Dans ce couloir étroit se trouve désormais un espace de décision dont dépend l'avenir économique de milliards de personnes. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.